problème délicat et parler pour débuter des ensembles finis. Eh bien, pour désigner un ensemble fini, il suffit d'écrire les éléments de l'ensemble. Si l'ensemble n'est pas trop riche, par exemple, voici entre deux accolades, comme tout à l'heure, un ensemble grand E dont les éléments sont petit a, petit b, petit c. Cet ensemble grand E aura trois éléments, à condition toutefois que, en effet, ces éléments soient distincts. Petit a différent de petit b, petit a différent de petit c, petit b différent de petit c. Et dans ces conditions, on écrira que cet ensemble possède trois éléments de la façon suivante. On dira que son cardinal, ce qu'on note aussi E entre deux traits verticaux, est 3. Un ensemble qui n'aurait qu'un seul élément, disons X, que j'écrirai également entre accolades pour distinguer cet élément X de l'ensemble qui se compose de cet unique élément. Cet ensemble 1 à unique élément X possède la propriété suivante: si Y appartient à cet ensemble X, alors nécessairement Y égale X, ce qui traduit le fait que X est le seul objet de cet ensemble. On va reprendre l'autre tableau. On pourrait alors diminuer encore le nombre d'éléments contenus dans une collection et arriver jusqu'à la notion de collection vide. Nous allons donc définir ce qu'on appelle l'ensemble vide. Cet ensemble vide possède la propriété suivante: quel que soit l'objet X, X n'appartiendra pas à cet ensemble vide. Et cet ensemble vide, on le représente par un rond barré, pour le distinguer évidemment du zéro. Nous avons donc barré la notion d'appartenance, n'est-ce pas? Aucun élément ne peut appartenir à l'ensemble vide. Par convention, on dira que le nombre d'éléments dans cet ensemble vide, le cardinal de cet ensemble vide, c'est ce nombre 0. Il se pose alors la question, et j'ai déjà frôlé cette question il y a quelques instants, la question de l'égalité de deux ensembles. L'égalité de deux ensembles, quand dirons-nous que deux ensembles sont égaux? Eh bien, évidemment, s'ils sont composés des mêmes éléments, c'est-à-dire si tout élément de l'un est élément de l'autre. Prenons donc deux ensembles E et F. Alors, nous adopterons la définition suivante. J'écrirai E égale F si chaque élément X appartenant à 1 sera tel qu'il appartiendra également à F. Et inversement, tout élément de F devant être élément de 1, je vais aller marquer cette flèche également dans l'autre sens et considérer ce symbole qui est une implication dans les deux sens, une équivalence logique. Donc, voici ma définition. Écrire E égale F, c'est écrire ce qui est entre parenthèses. Par exemple, si je considère l'ensemble vide, eh bien cet ensemble vide est, par la définition que je viens de donner, différent de l'ensemble qui a comme élément justement l'ensemble vide. Et ce que j'indique en marquant cet ensemble vide entre ces accolades. En effet, l'ensemble vide appartient à l'ensemble qui a comme élément l'ensemble vide, tandis que cet ensemble vide n'appartient pas, par définition, à l'ensemble vide, puisqu'aucun élément n'appartient à l'ensemble vide. Donc, ces deux ensembles qui sont écrits ici, l'ensemble vide et l'ensemble
qui a comme seul élément l'ensemble vide, sont différents. D'ailleurs, le cardinal du premier est 0, tandis que le cardinal du second est 1. On peut aussi montrer la chose suivante, c'est que l'ensemble dont les éléments sont x et y, et l'ensemble que j'écris maintenant avec des éléments yx, ces deux ensembles sont égaux, puisqu'ils sont constitués des mêmes éléments. C'est-à-dire que lorsque j'écris le nom des objets de l'ensemble dans ces accolades, eh bien, l'ordre de ces éléments ne joue pas. On verra plus tard qu'on peut envisager les éléments d'un ensemble rangés dans un certain ordre, mais dans la définition d'un ensemble, la notion d'ordre n'intervient pas. De même, si je considère l'ensemble qui a comme élément x, y et y, y est égal à y, bien entendu, et par conséquent, cet ensemble, en réalité, est un ensemble à deux éléments, et c'est le même que l'ensemble x, y. Je vais maintenant m'occuper des parties d'un ensemble. Reprenons l'exemple de l'ensemble des auditeurs. Dans cet ensemble d'auditeurs, je peux distinguer certains sous-ensembles, certaines parties de cet ensemble. Par exemple, je peux m'adresser aux auditeurs mineurs ou je peux m'adresser aux auditrices, c'est-à-dire aux auditeurs féminins. J'obtiens ainsi ce qu'on appelle une partie d'un ensemble. De même, dans mon exemple des lettres de l'alphabet, je pourrais m'intéresser à une partie qui serait composée seulement des voyelles. Ou bien encore, dans l'ensemble mathématique grand N des entiers naturels, je peux m'intéresser seulement à l'ensemble des nombres pairs, 0, 2, 4, 6, etc. Cet ensemble qu'on désigne par 2 fois grand N. Et c'est une partie seulement de l'ensemble des entiers naturels. Bon, nous allons donner une définition d'une partie d'un ensemble. Étant donné un ensemble grand E, on dira qu'un ensemble grand F est partie de grand E si tous les éléments de grand F sont des éléments de grand E. C'est-à-dire, X appartient à grand F implique X appartient à E. Avec cette définition, F est une partie de E et nous écrirons cette relation sous la forme suivante en utilisant ce signe qu'on appelle l'inclusion. C'est de nouveau une relation. On lit F inclus dans E où F est partie de E. Par exemple, l'ensemble des nombres pairs, 2n, eh bien, est contenu ou est inclus ou est une partie de l'ensemble des entiers naturels. De même, l'ensemble des entiers naturels grand N est inclus dans l'ensemble des entiers avec signe, des entiers relatifs Z. Je viens d'introduire, on va reprendre l'autre tableau, je viens d'introduire une nouvelle relation, cette relation d'inclusion, qui possède également des propriétés que nous allons examiner rapidement. D'abord, alors je vais appeler O les propriétés. O, c'est l'initiale d'ordre, parce que nous verrons que ces propriétés sont partagées par les relations d'ordre. Premièrement, c'est qu'un ensemble lui-même est inclus dans l'ensemble E, puisque tout élément de E est en effet élément de E. Autrement dit, nous avons ici la réflexivité de cette relation d'inclusion. Deuxièmement, si on a E inclus dans F et F inclus dans E, ceci signifie que tout élément de E est élément de F et que tout élément de F est élément de E
par conséquent que E et F sont identiques. C'est ce qu'on appelle l'antisymétrie. Troisièmement, c'est que si E est inclus dans F et F inclus dans un autre ensemble G, alors tout élément de E est élément de F et tout élément de F élément de G. Il en résulte que tout élément de E est élément de G, c'est-à-dire que nous avons E inclus dans G. C'est la transitivité que nous avons déjà rencontrée tout à l'heure. Eh bien, je vais donner un exemple. Nous allons chercher quelles sont toutes les parties d'un ensemble composé de 3 éléments A, B, C. D'abord, on ne contredit pas la définition donnée pour les parties d'un ensemble en convenant que l'ensemble vide est partie de tout ensemble donné, et en particulier donc ici de cet ensemble ABC. Ensuite, je vais chercher les parties de E composées d'un élément. Eh bien, il y en a 3 que j'écris ici, A, et puis B, et puis C. Ensuite, les parties composées de 2 éléments, je trouve AB, je trouve AC et je trouve BC. Enfin, il y a l'ensemble E lui-même. Autrement dit, cet ensemble E composé de 3 éléments possède 1, 2 et ici 6, c'est-à-dire 8 parties. C'est-à-dire un nombre de parties assez considérable, bien plus nombreuses en tout cas que le nombre d'éléments de l'ensemble lui-même. Eh bien, ces parties, ces 8 ensembles que nous venons d'écrire ici, ces 8 parties, on peut les considérer comme les éléments d'un nouvel ensemble qu'on appelle l'ensemble des parties de E. Et cet ensemble, on le désigne par la notation suivante, partie de E. Écrire par conséquent qu'un élément X appartient à cet ensemble partie de E signifie que X est inclus dans E. Je ne sais pas si je dois continuer sans qu'on intervienne ou bien s'il y aurait déjà quelque chose à dire. Bon, je vais encore dire un petit mot en abordant un problème intéressant, c'est justement de chercher, lorsque un ensemble E possède n éléments, combien l'ensemble des parties, quel est le cardinal de l'ensemble des parties. Nous venons de voir que pour n égale 3, l'ensemble des parties est un ensemble qui a 8 éléments. Si nous prenons un ensemble vide, n égale 0, combien cet ensemble a-t-il de parties? Eh bien, à savoir un seul, à savoir l'ensemble vide lui-même. Par conséquent, nous trouvons qu'à ce moment-là, il y a une partie. Si nous prenons un ensemble qui a un seul élément, l'ensemble donc réduit à cet objet X, combien un tel ensemble a-t-il de parties? Il y en a 2, à savoir l'ensemble vide et l'ensemble lui-même. Par conséquent, nous avons ici 2 parties. Si nous prenons n égale 2, donc ensemble d'éléments xy, cet ensemble va avoir en tout 4 parties, savoir l'ensemble vide, l'ensemble à un seul élément x, l'ensemble à un seul élément y et l'ensemble lui-même. Nous avons vu que pour n égale 3, nous avions 8 parties. Donc, pour n égale 0, 1, 2, 3, nous trouvons 1, 2, 4, 8, c'est-à-dire des puissances de 2. Nous avons l'intuition que si un ensemble possède n éléments,
il possède 2 puissance n parties. Et nous allons démontrer ce résultat par un raisonnement de récurrence. C'est-à-dire, supposons que cette intuition que nous venons d'avoir, nous l'ayons vérifiée jusqu'à une certaine valeur de n, jusqu'à la valeur p. Nous allons alors démontrer qu'effectivement, ce résultat va être vrai pour la valeur p plus 1. Donc, considérons un ensemble E, voilà, nous allons faire de l'imagerie, un ensemble E qui aurait p éléments. Nous allons ajouter un élément supplémentaire pour obtenir un ensemble qui aurait alors P plus un élément. Ce nouvel ensemble, quelles en sont les parties? Eh bien, les parties sont de deux sortes. Il y a d'abord les parties qui ne contiennent pas ce nouvel élément X, c'est-à-dire ce sont les parties de l'ancien ensemble et qui, par hypothèse, sont en nombre 2 puissance p. Et puis, il y a les parties qui contiennent ce nouvel élément et évidemment d'autres éléments qui font partie de l'ensemble primitif. Nous avons exactement donc le même nombre de parties du nouvel ensemble, c'est-à-dire encore 2 puissance p. Par conséquent, nous avons 2 fois 2 puissance p, ça fait 2 puissance p plus 1, comme nous l'avions indiqué. On va reprendre l'autre tableau. Par exemple, si nous avons... On reprend l'autre tableau, s'il vous plaît. Si nous prenons notre jeu de cartes à 52 éléments, eh bien, ce jeu de cartes va posséder 2 puissance 52 parties. 2 puissance 52 parties, c'est quelque chose d'assez considérable. On a 2 à la puissance 10 qui fait 1024, quand on calcule les puissances successives de 2, 2 puissance 10 égale 1024, c'est-à-dire quelque chose qui est supérieur à 10 puissance 3. 2 puissance 52, je peux l'écrire 2 puissance 2 que multiplie 2 puissance 50, c'est-à-dire je peux l'écrire 4 que multiplie 2 puissance 10 à la puissance 5, c'est-à-dire ça va me donner quelque chose qui va être supérieur à 4 fois 10 puissance 15. 4 fois 10 puissance 15, si on fait le compte, il faudrait une dizaine de millions d'années pour voir toutes les parties d'un jeu de cartes en les comptant, en les voyant à raison d'1 million de parties, c'est-à-dire de sous-ensembles de mon jeu de cartes, à raison d'1 million par jour. Par conséquent, dès que n devient relativement grand, comme 52, l'ensemble des parties devient tout de suite extrêmement élevé. Bon, eh bien, c'est sur ces petits calculs que je terminerai cette première leçon.